Bonjour à tous. Nadine Morillo au Cariforef. On est ensemble aujourd'hui pour un point d'actualité sur le programme régional de formation et notamment des évolutions à la fois dans Prépa Clé Avenir et puis également dans Un emploi, une formation. Donc, ça va être les deux grandes parties en fait du webinaire qui nous attend pour l'heure qui arrive. Géraldine, est-ce que tu veux bien, s'il te plaît, passer juste à la diapo qui suit, voilà. Et donc, pour ça, j'ai le plaisir d'avoir avec moi donc Laurent Sarto-David de l'ADRETS qui va introduire le webinaire et puis parler notamment des publics PRIC dans ces actions de formation. Et puis, Géraldine Meige et Violaine Brodecomer de la région qui vont chacune présenter les évolutions au sein des deux grands programmes de formation que je viens d'évoquer. N'hésitez pas à poser vos questions au fur et à mesure par la fenêtre de conversation. S'il y en a beaucoup, il se pourrait que nous ne puissions pas répondre à toutes et peut-être aussi que si la question va être abordée ultérieurement, je ne la poserai pas immédiatement aux intervenants. Mais on va quand même tâcher de répondre à vos questions. Simplement, donc on est dans un webinaire qui s'adresse aux professionnels de l'accompagnement. Si il y a parmi vous des organismes de formation, ce n'est pas le lieu aujourd'hui de poser des questions sur la question enfin, voilà, des gestions des marchés de formation, par exemple. Ça, c'est des questions auxquelles on ne répondra pas. Sans plus tarder, Laurence, je te passe la parole pour introduire ce webinaire. Bonjour à tous. Alors, avant de passer la parole aux collègues de la région sur les dispositifs qui vous ont été cités, je voulais juste vous partager quelques éléments de contexte. Depuis les lois de décentralisation de 83, la région est compétente en matière de formation professionnelle des demandeurs d'emploi. Cependant, dès 2017, à partir d'une volonté politique nationale forte et en partant d'un constat que c'est par la compétence de ses citoyens qu'un pays est compétitif, l'État a décidé d'accompagner massivement l'action des régions au moyen des pactes régionaux d'investissement dans les compétences qu'on appelle communément le pacte ou le PRIC. On a connu deux cycles pluriannuels, un 2019-2023 et nous sommes actuellement sur celui de 2024-2027. Très concrètement, l'État et la région concluent des conventions pour acter des financements additionnels de l'État en complément des engagements et des obligations de la région dans le cadre de sa compétence légale. Donc, pour 2024-2027, le principe a été posé d'un cofinancement 60-40 et ainsi, en Pays de la Loire, la région s'engage à hauteur de 80 millions chaque année et l'État abonde cette enveloppe de 50 millions. C'est donc une enveloppe globale de 130 millions qui est rendue disponible chaque année pour la formation des demandeurs d'emploi du territoire. La région, bien sûr, reste dans le cadre de sa compétence, acteur principal de ce programme, puisqu'elle définit les actions, elle achète via marché public auprès des organismes de formation. Et donc, ces formations sont mises à disposition des prescripteurs, le réseau pour l'emploi, pour donner du concret, pour leur permettre d'orienter en formation les demandeurs d'emploi. Alors, à noter que les financements additionnels de l'État, les 50 millions dont on a parlé, doivent être exclusivement dédiés à la formation professionnelle des publics les plus éloignés de l'emploi, ce qu'on appelle les publics prioritaires. Ces publics prioritaires, ce sont les bénéficiaires du RSA, les travailleurs en situation de handicap et les seniors de 55 ans et plus sans aucune condition de diplôme, les jeunes de moins de 26 ans jusqu'à Bac+2 non obtenus, et puis les autres, les personnes en recherche d'emploi de 26 à 54 ans jusqu'au bac non obtenu. Donc voilà nos publics prioritaires. Et donc chaque année, les négociations entre l'État et la région portent notamment sur la ventilation des efforts financiers des uns et des autres et donc des places disponibles. Compte tenu des publics prioritaires que je viens de rappeler,
l'État est extrêmement attentif à ce que les formations, les dispositifs dits préparatoires soient suffisamment nombreuses pour répondre aux besoins. Donc ainsi, en Pays de la Loire, pour 2025, le pacte prévoit tout dispositif confondu 16 900 places, dont 6 700 financées par l'État. En revanche, dans ce pacte, sur les places préparatoires, le pacte prévoit 5 235 places, dont 4 940 financées par l'État, donc 94%. Donc c'est précisément dans le cadre de ces formations préparatoires que se déroulent les formations prépa clés à venir et passerelles un emploi, une formation, dont les collègues de la région vont vous parler maintenant. Merci Laurence pour cette introduction. Géraldine, je te Oui, passe la parole sur cette première partie pour présenter les évolutions dans Prépa Clé à venir. très bien. Merci. Merci pour cette introduction, effectivement, qui permet de donner le cadre aussi. Et puis là, on va rentrer effectivement dans la cible. Mais avant ça, je voulais juste vous indiquer, puisqu'effectivement, on a parlé pas mal de financement de programmes de la région. Et vous voyez qu'au niveau de la région, il y a différents piliers qui permettent d'avoir différentes thématiques de formation, hein, que ce soit du public prioritaire dont on parlait, mais aussi auprès des salariés ou des publics spécifiques. Voilà, l'idée, c'est pas de rentrer hein, dans le détail de chacun de ces piliers, mais vous voyez qu'il y a deux éléments hein, qui ont été entourés, et c'est sur ça que notre action va porter lors de ce webinaire, c'est sur Prépa Clé à venir et le dispositif Un emploi égale une formation. Juste avant, encore une fois, de rentrer dans le détail de ces deux actions, vous donner juste quelques chiffres qui permettent de voir en 2025 comment on se situe au niveau des entrées en formation. Et là, ces chiffres englobent toutes les formations qui sont mises en place, qui sont déployées au niveau de la région, hein, donc sur les 5 départements que comprend la région des Pays de la Loire. Vous pouvez retenir le chiffre. Là, on est au 11 septembre. Pardon, les chiffres étaient du 9 septembre. Au 9 septembre, il y a eu 12 881 apprenants qui sont entrés dans les différents dispositifs qui sont déployés. Vous pourrez regarder, puisque le support, hein, il vous sera transmis à la fin du webinaire. Vous pourrez voir sur la droite le schéma qui présente les différentes formations sur lesquelles entrent les apprenants. Notamment, on retrouvera celle dont on va parler, qui est un emploi, une formation. Et donc, actuellement, il y a 2804 apprenants qui sont entrés sur ce dispositif. Au milieu, vous voyez aussi par secteur, hein, la répartition par secteur. Et là, on voit des secteurs qui sont prépondérants, la santé, la mobilité et l'agriculture. Voilà, c'est les secteurs où il y a le plus d'entrées. Et à gauche, vous voyez hein, la répartition de ces apprenants sur les différents départements. Alors, voilà, ça c'était pour indiquer le schéma global hein, de ces dispositifs de formation, mais aujourd'hui, comme on l'a dit, on cible sur 2 dispositifs particuliers, Prépa Clé à venir, et je ferai un focus à la fin sur ce qu'on met en place de plus en plus au niveau des territoires, ce qu'on appelle le Prépa Clé à venir sectorisé. Donc, Prépa Clé à venir, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un dispositif dont le public visé, ce sont bien les demandeurs d'emploi de niveau 4 maximum, hein, c'est-à-dire de niveau 4 maximum. Et le principe, c'est de pouvoir, à travers ce dispositif, construire son projet professionnel en découvrant des métiers. Donc, quand on rentre sur un dispositif Prépa Clé à venir, il va y avoir différents temps de formation qui vont permettre de jalonner hein, le parcours et de chaque stagiaire. Pardon. Ça passe au début hein, par tout un travail, notamment sur la confiance en soi, la remobilisation, puisque le public qui est accueilli, ça peut être à la fois des personnes jeunes qui ont décroché, mais aussi des personnes qui sont en reconversion professionnelle, donc des personnes adultes qui ont besoin d'un accompagnement particulier, qui vont retrouver sur ce dispositif. Donc tout un temps on reprend confiance, on se remobilise sur une formation, on est avec d'autres personnes.
Et puis tout un travail aussi sur les compétences clés. Je suis là aussi pour savoir qu'est-ce qui me manque pour avancer professionnellement. Donc un travail sur le numérique, le apprendre à apprendre, voilà, les mathématiques, suivant les besoins que j'ai par rapport à mon bagage personnel. Et donc, bien sûr, toute une phase aussi professionnalisante, puisque ça va être à la fois par des enquêtes métiers sur le terrain. Je suis sur un territoire donné, l'organisme de formation va me dire, tiens, sur ce territoire, il y a notamment, c'est marqué par l'agriculture, donc va voir les métiers qu'il y a autour de l'agriculture, donc des enquêtes métiers, mais aussi du temps passé parfois sur ce qu'on appelle les plateaux techniques, qui permettent de découvrir, par exemple, le secteur de l'industrie. Je vais dans un organisme de formation où il y a un plateau technique et je vois ce que c'est une conduite de ligne, par exemple. Et puis, bien sûr, des temps en immersion en entreprise. Et ça, c'est très important aussi dans ce parcours. C'est, voilà, je me mets en immersion en entreprise. Ça veut dire que j'avais une idée, par exemple, d'aller dans le secteur de la petite enfance. Je vais faire un stage dans une école et je vois ce que ça donne. Et puis, au bout d'une semaine ou deux, je reviens en centre et je dis, non, finalement, les enfants, ça, j'ai du mal. Peut-être que je vais, au prochain stage, aller vers un public plus adulte, peut-être en EHPAD. Voilà, donc en fait, c'est pendant tout au long du parcours, les stagiaires sont accompagnés par des professionnels qui leur permettent de pas à pas voilà, préparer, construire leur projet, peut-être se tromper. Et c'est l'intérêt aussi de ce dispositif, c'est pouvoir se tromper quand on est en stage et se dire finalement, c'est pas ça, c'est pas dans ce secteur-là que je veux travailler. Mais voilà, moi, je sais ce que c'est et du coup, je me remobilise pour aller vers un autre secteur. Voilà, donc tout un accompagnement professionnalisant et bien sûr adapté à tout un public. Je parlais des jeunes et des personnes en reconversion, mais aussi des publics qui ont parfois des difficultés. On accueille bien sûr le public prioritaire dont parlait, voilà, qui a été évoqué en tout début. Oui, le public prioritaire a tout à fait sa place sur le dispositif parce que l'accompagnement est individualisé. Et ça, c'est important sur le dispositif, c'est que chacun, selon son bagage, va pouvoir être sur un parcours de formation qui va lui convenir. Et ça, c'est essentiel pour pouvoir avancer. Et ensuite, soit à la fin du parcours de formation qui va durer entre 3 et 4 mois, soit, voilà, je sais ce que je veux et tiens, j'ai une offre d'emploi, j'y vais et voilà, je suis recrutée auprès d'un employeur. Soit, voilà, je sais ce que je veux, mais par contre, j'ai peut-être besoin, la soudure, ça m'intéresse. Je sais qu'il va falloir que j'ai un titre professionnel soudure pour pouvoir après travailler dans les chantiers navals, par exemple, parce que je sais qu'il y a des besoins d'offres sur ce secteur-là. Voilà, donc les contenus voilà, les contenus s'adaptent vraiment aux besoins de chaque stagiaire et aux besoins des publics qu'on accueille. Donc on fait des sessions qui sont différentes de l'une de l'autre parce que ça dépend vraiment du besoin de chaque stagiaire. Voilà, donc ça c'était pour définir prépa clé à venir. Et voilà, vous donner quelques illustrations des différents parcours qu'on peut avoir sur le prépa clé à venir quand on accueille du public. Le parcours classique, voilà, c'est une session qui va durer 283 heures en centre, 112 heures en entreprise, avec des groupes, puisque c'est souvent des groupes d'une moyenne de 10 stagiaires. Voilà, ça c'est le prépa clé à venir classique, on va dire. Mais on fait aussi, voilà, on modélise les parcours de formation et l'objectif aussi de la région, c'est de répondre de plus en plus aux besoins des territoires. Et là, alors, je vous ai donné 2 exemples vendéens, puisque effectivement, je suis plus précisément les formations Vendée, mais ça se déploie aussi de plus en plus sur les autres départements. La première, c'est on a fait voilà, on a mis en place une formation à la demande de la mission locale du Haut-Bocage qui souhaitait accompagner un public jeune qui était justement un peu hors des circuits et qui avait besoin de remobilisation. C'est ça qu'on a fait à travers cette formation. Retrouver du sens par le bois, oui, puisqu'on s'est appuyé sur la manufacture qui est à Pouzauges. Et donc, les stagiaires sont venus voilà, de manière très ponctuelle au début, et puis après, voilà, ils ont jusqu'à passer à du temps plein
pour voilà, se reconstruire, travailler sur la confiance en soi, j'en parlais tout à l'heure, se remobiliser, se dire qu'ils sont capables et de travailler tout ça à travers la maîtrise du bois et la connaissance de ce métier, mais pas que, hein, puisque d'autres sont allés vers bien d'autres secteurs. Donc un public jeune là pour le coup, mais aussi, vous voyez en bas à gauche, des actions qui sont orientées pour des seniors. Pourquoi? Parce que ce sont des personnes qui ont souvent eu des expériences diverses tout au long de leur vie et qui ont été malheureusement écartées du monde professionnel pour différentes raisons. Donc là, l'action de formation va être ciblée sur d'autres besoins que la formation pour les jeunes, puisque là, c'est un public qui est déjà expérimenté et qui a besoin de reprendre confiance aussi en soi et d'aller très rapidement vers l'emploi, puisque c'est des personnes qui ont encore la possibilité de travailler et qui ont juste besoin d'un coup de pouce pour aller vers l'avant. Voilà, donc quelques exemples en tout cas de formations qu'on peut mettre en place pour vous dire qu'on modélise aussi voilà, selon les besoins et selon les territoires, et ça on le fait sur chacun des départements de la région. Alors, peut-être, Oui, pardon, oui. Géraldine, avant qu'on rentre dans un focus sur Prépa Clé Avenir sectorisé, il y a quelques questions, si tu veux bien, qui ont plutôt attrait à cette première partie. Que reste-t-il dans le programme Prépa Rebond? Que reste-t-il? Donc là, on est sur Prépa Clé Avenir. Un Prépa Rebond, c'est un dispositif qui était mis en place par la région, voilà, voilà, pour lequel on n'a pas fait de renouvellement. En revanche, le public qui était sur Prépa Rebond est toujours accueilli sur Prépa Clé Avenir, puisque, comme je le disais, comme c'est de l'accompagnement très individualisé, on modélise les parcours selon les besoins de chaque stagiaire. Donc, les publics prépa rebond n'existent plus en tant que tels. En revanche, le dispositif qu'on a actuellement et qui est porté voilà, par la région, Prépa Clé Avenir, reçoit tous les publics, y compris ceux qui étaient avant sur Prépa Rebond. Mhm. Et quelles sont les différences entre Prépa Clé Avenir classique et PCA EBE? Alors, donc Violaine pourra peut-être plus en parler puisqu'elle les a mis en place dans le 44. Mais les PCA EBE, donc c'est les PCA avec Violaine, je pense qu'il vaut mieux. Oui, alors bonjour à tous. Donc Violaine Brodcommer, je suis responsable du pôle des formations professionnelles continues pour la Loire-Atlantique au sein de la région. Alors, de plus en plus, on répond aux remontées des territoires hein, qui nous sont faites à travers les différentes réunions, les comités locaux, etc. Et en fait, nous avons pu développer, et on développe encore d'ailleurs, des sessions prépa clés à venir vraiment adaptées pour préparer les futurs salariés des entreprises à but d'emploi des territoires zéro chômeur de longue Hmm, durée, TZCLD comme on dit. Donc c'est extrêmement hmm, spécifique. C'est une préparation vraiment, une PCA ad hoc pour préparer les futurs salariés. Ce sont des personnes vraiment qui sont éloignées de l'emploi, qui ont besoin d'être remobilisées sur du temps partiel, etc. Puisqu'ils travailleront après en CDI à temps choisi. Hein. Donc voilà, on essaie de coller un petit peu à leur futur contrat de travail. Donc voilà, c'est vraiment très spécifique. On en a eu plusieurs, on a développé plusieurs sessions sur Loire-Atlantique Centre et Loire-Atlantique Nord. Voilà, donc, et aussi Ouest, puisque sur Saint-Nazaire, on a pu en faire. Donc voilà, c'est quelque chose qui est vraiment adapté pour ce projet-là. Et ça me donne l'occasion de dire, avant de poursuivre sur Géraldine, sur les PCA sectorisés, c'est que la région essaye vraiment d'adapter les actions de formation aux besoins des territoires. Et ça, c'est vraiment un exemple parmi d'autres, hein, mais c'en est un en tout cas. très bien, merci. Donc EBE, entreprise à but d'emploi. Oui. Euh, Autre question, donc Géraldine, tu as parlé de PCA senior. Pourrait-on, alors tu as aussi parlé d'ailleurs de l'expérimentation avec la mission locale du haut bocage.
pourrait-on avoir à l'identique des PCA mineurs ou 16-18 ou 16-19? Alors, sur l'action qui a été portée avec la mission locale du Haut-Bocage, effectivement, il y avait aussi des mineurs, hein, puisqu'on accueille à partir de 16 ans. Voilà, donc on peut effectivement imaginer, encore une fois, c'est ce que disait Violaine, hein, on répond aux besoins des territoires, donc selon les souhaits, hein, et donc le public jeune est particulièrement suivi par les missions locales. Et c'est ce qu'on a essayé de faire, notamment en Vendée, hein, quand il y avait des besoins spécifiques sur un territoire donné parce que ces jeunes ne trouvaient pas de solution, et ben on faisait des montages voilà, avec ce public-là. Qu'on cherche aussi, quand on ouvre des sessions pour les jeunes, voilà, ça peut aussi, on ne s'interdit pas, s'il y a des demandeurs d'emploi plus âgés, à les faire venir sur ces sessions aussi, hein, parce que quand c'est très localisé, ça veut dire que c'est souvent sur des territoires ruraux. Donc voilà, on ne ferme pas la porte non plus à un demandeur d'emploi qui souhaiterait profiter de la mise en place de cette session de formation. Mhm. Il y a deux questions qui ont attrait à la fois au niveau de maîtrise exigé en fait avant de rejoindre PCA, donc A1 ou A2 ou plus, et à la fois est-ce qu'il y a une remise à niveau qui est proposée une fois au sein d'une formation PCA? Alors oui, je ne me suis pas appesantie tout à l'heure sur l'acquisition des compétences, mais effectivement, il y a bien suivant les besoins de chaque personne, certaines personnes ont peut-être effectivement besoin d'avoir une remise à niveau sur certains domaines. Donc oui, on adapte aussi à travers les compétences clés, on propose des modules qui vont permettre justement à ces personnes de pouvoir se remettre à niveau et de pouvoir avancer plus facilement dans la formation et surtout dans leur projet professionnel. Mais est-ce que pour l'entrée, enfin, le niveau de maîtrise de la langue française, enfin, quel est-il, le niveau exigé? Alors oui, il y a un niveau A2 D'accord. afin que les personnes puissent suivre de manière globale la formation. Après, on le verra aussi peut-être tout à l'heure, on a des formations prépa clés à venir qui permettent aussi d'accueillir un public non francophone. Donc là, justement, le travail est différent parce qu'on va beaucoup travailler le français. Alors peut-être on prend une dernière question avant de passer à la suite. Est-ce qu'on peut faire PCA à temps partiel et est-ce que c'est compatible avec un emploi en CDDI sur un chantier d'insertion? Alors, donc, oui, ça pourrait être à temps partiel, puisque effectivement, pour des personnes notamment qui sont en situation de handicap, qui ne peuvent pas suivre une formation à 35 heures, on peut moduler les parcours pour que la personne puisse suivre voilà, quelques jours par semaine la formation. Et pour les chantiers, on travaille aussi, effectivement, je cite l'exemple là, pardon, à La Roche-sur-Yon, on a effectivement monté une session qui permet à des salariés des chantiers d'insertion de venir une demi-journée par semaine pour se former. Alors c'est surtout voilà, justement par rapport au français, hein, pour monter en compétences en français et continuer à travailler son projet professionnel. Donc oui, les salariés des chantiers d'insertion peuvent venir sur du prépa clé à venir. Par contre, ça demande effectivement à l'organisme de formation d'adapter le parcours de formation pour que ce soit une demi-journée par semaine pour ces personnes-là. Mais c'est tout à fait envisageable, oui. Très bien. On va peut-être passer à la suite parce que Oui, je vois le temps qui passe. c'est ça. Alors, donc, donc on a parlé de prépa clé à venir, hein, on a donné effectivement quelques principes qui permettent, voilà, j'espère en tout cas de comprendre ce que c'est. Et l'objectif aussi de ce webinaire, c'était de parler des prépa clés à venir sectorisés. Donc, qu'est-ce que c'est du sectorisé? Dans sectorisé, il y a le terme secteur, ça veut dire que là, on va s'orienter vers un secteur particulier. Donc l'objectif, on va rentrer sur du prépa clé à venir, mais là, on va le cibler sur un secteur particulier. Ça peut être l'industrie, l'agriculture, les métiers de la petite enfance. Et ça veut dire que le public qui va être orienté va déjà avoir
une idée, une envie de travailler dans ce secteur-là. Je prends le secteur de l'industrie, par exemple. Le public qui va rentrer sur la prépa clé avenir sectorisée industrie, c'est qui va découvrir du coup des métiers du secteur de l'industrie. Et c'est bien ça le principe, c'est-à-dire que les contenus, on va toujours travailler les compétences clés, mais avec du vocabulaire plus technique lié à l'industrie. Et les temps en immersion, ça peut être sur des plateaux techniques si l'organisme de formation peut avoir cette facilité à présenter, je parlais tout à l'heure de la conduite de ligne, voilà, présenter qu'est-ce que c'est une conduite de ligne dans l'industrie. Voilà, dans l'agroalimentaire, on travaille beaucoup sur des conduites de ligne. Et aussi d'aller faire des temps en immersion en entreprise vers les métiers, vers des entreprises de l'industrie. Donc, tout le parcours va être ciblé sur la découverte et l'apprentissage de ces différents métiers. Hein. Voilà, on va apprendre ce que c'est voilà, la soudure, les métiers de soudure, les métiers de tout ce qui, voilà, la métallerie un peu plus lourde. Enfin, toutes les entreprises qui travaillent dans ce secteur vont permettre d'être découvertes à travers ce parcours-là. Et l'objectif, on est toujours sur du prépa clé avenir, donc c'est toujours de travailler sur son projet professionnel à travers ce secteur-là. La suite, eh bien, c'est soit, voilà, idem, hein, j'ai trouvé, je sais ce que je veux faire, il y a une entreprise qui recrute, je vais vers cet emploi-là, ou j'ai besoin de me qualifier, eh bien, je vais sur une formation qualifiante à l'issue. Ça peut aussi être un moyen, voilà, les personnes qui sont sur du prépa clé avenir sectorisé industrie, peut-être que finalement, j'avais cette appétence-là, mais voilà, je me dis qu'il va falloir que je travaille un peu plus mon projet. Dans ce cas-là, il y a un accompagnement qui va se faire après ce prépa clé avenir sectorisé pour retravailler peut-être le projet un peu différemment. Le public reste le même, hein, voilà, les demandeurs d'emploi de plus de 16 ans, on en parlait tout à l'heure hein, de l'âge à laquelle on accueillait les stagiaires, et niveau 4 maximum, puisque c'est le public qui est ciblé sur ce dispositif. Donc là aussi, la durée voilà, oscille entre 3 et 4 mois, souvent du temps plein, et les stagiaires sont rémunérés pendant toute cette période-là. Pour illustrer un peu plus, pour montrer voilà, ce qui a déjà été fait, qui va permettre peut-être de mieux comprendre ce qu'on fait à travers ce prépa clé avenir sectorisé, j'ai pris voilà, 3 exemples hein, que je vais vous présenter. Donc, il y a un prépa clé avenir FLE Propreté qui avait été mis en place à Saint-Herblain. Donc, FLE, j'en parlais tout à l'heure, hein, c'est voilà, ce prépa clé avenir a permis d'accueillir des personnes non francophones. Et l'objectif, c'était que ces personnes puissent découvrir les métiers de la propreté, dans l'idée qu'elles soient plus facilement, qu'elles s'insèrent plus facilement après dans l'emploi. Donc, les métiers de l'hygiène et de la propreté ont été découverts pendant ce temps de formation. Les personnes ont pu renforcer leurs compétences socles, mais surtout les compétences linguistiques, hein, le français, puisque c'est des personnes qui ont besoin de monter en compétences en français. Ça a duré 3 mois et voilà, sur les 13 stagiaires, ils ont eu à la fois des temps en centre avec tout cet apprentissage hein, sur le français, sur les métiers de la propreté, le vocabulaire lié à ce secteur, et puis des temps en entreprise hein, pour se mettre en situation. Et là, c'est intéressant aussi parce qu'il y a eu un partenariat avec le GIEC Propreté qui a permis justement de faciliter ce lien avec le secteur de la propreté. À l'issue, il y a 40% des personnes qui sont sorties en emploi ou d'autres qui sont allées en alternance dans ce secteur. Voilà, donc ça montre l'intérêt d'avoir un dispositif qui est déjà sectorisé, c'est que les suites de parcours sont plutôt positives. Autre exemple qui a été fait à Saumur, le prépa clé avenir sectorisé agriculture, qui a été mené par un consortium d'organismes Corilus, MFR de Gênes et Chambre d'agriculture. Voilà, le but, c'était de découvrir les métiers de l'agriculture. Donc, il y a les métiers de l'agriculture, c'est assez vaste hein, comme secteur. Et donc, il y a déjà eu 2 actions qui se sont faites sur Saumur.
En 2023 et en 2024. Là aussi, c'était à peu près sur 3 mois, une douzaine de stagiaires, hein, qui ont pu faire pas mal de visites sur le terrain. On sait que sur voilà, le territoire de Saumur, il y a quand même beaucoup de développement au niveau de l'agriculture. Donc voilà, tous ces stagiaires ont pu découvrir les différents métiers, hein. Ça peut être à la fois les métiers de la ville, mais il y a aussi les métiers mécaniques, la réparation de matériel agricole, ça peut être le maraîchage. Enfin voilà, les métiers sont divers, donc ça permet de se mettre en immersion dans les différents métiers, de se faire une idée plus précise des métiers. Et les suites de parcours, là, idem, certains sont allés directement en emploi et d'autres se sont dit, bah, j'ai besoin, pour poursuivre mon projet professionnel, j'ai besoin de me qualifier, donc je vais vers une formation qualifiante derrière. Et un dernier exemple, un prépa clé avenir FLE sectorisé petite enfance, voilà, pour voir qu'il y a des... On les met en place selon encore une fois, c'est selon les besoins des territoires. Là, au moins, il y avait une remontée qui avait été faite par le réseau pour l'emploi de forts besoins sur le secteur de la petite enfance. Donc, le Greta SFA du Maine a mis en place une session FLE sectorisée qui a permis de découvrir aussi, hein, les métiers de la petite enfance. Voilà, une durée de 3 mois, une douzaine de stagiaires aussi. Et voilà, certains sont sortis voilà, idem, c'est soit des formations qualifiantes à l'issue en disant bah, tiens, il faut que je me qualifie un peu plus pour aller vers ce secteur-là, ou certaines personnes ont pu travailler, ou certaines personnes ont passé leur BAFA pour déjà avoir une expérience un peu plus approfondie avec le secteur de l'enfance. Voilà, 3 illustrations qui permettent de dire voilà ce qui a pu être proposé. Et on continue en fait à développer un prépa clé avenir sectorisé, puisque là, je vous ai mis une slide sur les prépa clé avenir sectorisés qui auront lieu au second semestre 2025. Donc, vous voyez dans chaque département, voilà, il y a des thématiques qui sont abordées. Alors, on retrouve souvent effectivement les métiers de la propreté, les services à la personne, parce que oui, dans chaque département, en fait, les secteurs pour lesquels il y a des gros besoins et donc pour lesquels la région est sollicitée, ce sont les métiers, notamment voilà, la propreté, service à la personne, mais il y a d'autres métiers, la restauration aussi, la logistique. Et voilà, donc à travers ces dispositifs de prépa l'avenir sectorisés, eh bien, ça permet à un public demandeur d'emploi d'être déjà mieux préparé pour la suite, avoir le vocabulaire qu'il faut, connaître déjà un peu les gestes métiers, savoir quelles seront les attentes des entreprises d'un secteur et voilà, d'être mieux orienté vers un secteur particulier. Et les suites de parcours sont beaucoup plus pertinentes parce qu'il y a déjà eu cette préorientation et cette découverte d'un secteur en particulier. Voilà, donc vous voyez, pour le second semestre, il y a 18 prépa à venir sur l'ensemble de la région. Oui, quelques chiffres. Donc, pour terminer, donc 190 sessions de formation prépa clé à venir ont été mises en place en 2025, hein, pour l'instant, puisqu'on est encore en septembre. Et voilà, la part des prépa clé à venir sectorisés est de 17%, hein, sur ces 190 sessions. Et voilà, donc ça, c'est quelque chose qu'on développe et qu'on va continuer à développer en 2026, puisque ça répond à un besoin aussi, encore une fois, des territoires et de l'accompagnement des publics vers les métiers en tension. Alors, Très bien. ouais. Ouais, merci Géraldine. On a introduit une diapo qu'on vous enverra, on vous enverra le support pour pouvoir accéder directement aux formations prépa clé à venir euh, qui, qui vont démarrer là donc sur le site Choisir mon métier pro. Et si on a le temps, en fin de webinaire, je vous ferai une petite démonstration à l'écran. Mais on va passer à la deuxième partie, si tu veux bien, Violaine, pour avoir le temps voilà, de développer ce qui est prévu sur un emploi, une formation. Oui, merci Nadine. Donc, je prends le relais. Je vais vous présenter le dispositif Un emploi, une formation rapidement, mais surtout faire le focus sur les passerelles qui restent à l'état d'expérimentation encore aujourd'hui. Mais c'est intéressant de voir qu'il est possible quand même de déployer un nouveau format de formation.
Donc pour les personnes qui sont peut-être moins au fait des dispositifs régionaux, je vais vous présenter rapidement un emploi égale une formation. Donc vous dire que depuis janvier 2024, la région déploie ce dispositif qui correspond en fait à l'offre de formation professionnelle qualifiante régionale. Le principe de un emploi égale une formation, c'est de partir du besoin des employeurs pour déclencher une action de formation sur mesure répondant à ce besoin. Donc pour cela, les employeurs, les actions de formation, les besoins de formation peuvent remonter par différents canaux. C'est soit les employeurs directement qui font remonter leurs besoins, soit les organismes de formation qui sont au contact et je ne vois plus le Le PowerPoint. support va Ah bon, revenir, je d'accord. pense. Voilà, des emplois des entreprises partenaires. Ça peut être bien sûr les opérateurs de compétences, les OPCO, le réseau pour l'emploi. Bref, en fait, de nombreux canaux peuvent nous remonter ces besoins de formation. Il y a un applicatif informatique qui a été créé qui s'appelle IDFOP pour justement faciliter la transmission des informations. Donc, pour répondre à ces besoins de formation, la région fait appel aux organismes de formation qu'elle aura agréés dans le cadre de ses marchés publics et vont proposer une réponse formation. Les formations peuvent être longues, courtes, certifiantes, qualifiantes. On se place vraiment dans une logique de sur-mesure pour répondre aux besoins des employeurs. Donc, une fois l'autorisation de démarrage donnée par la région, euh, l'organisme saisit l'offre de formation sur Sophie, hein, c'est le schéma habituel, et donc l'affichage de l'offre se fait sur Choisir mon métier Pays de la Loire auquel tout le monde a accès, et également dans les applicatifs métiers du réseau pour l'emploi. Les conseillers du réseau pour l'emploi orientent les demandeurs d'emploi sur ces formations. Voilà. Alors, un point important, c'est que les entreprises qui produisent les intentions d'embauche sont invitées à s'impliquer dans l'action de formation à différents niveaux. En fait, on déclenche les actions de formation uniquement si on a des intentions d'embauche. Ça, c'est le schéma type de un emploi égale une formation. Et dans ce cas-là, les entreprises doivent s'impliquer au niveau de l'action de formation à différents niveaux, hein, selon leurs possibilités, bien évidemment, soit participer aux réunions d'information collective, au bilan, intermédiaires et finaux, voilà, proposer des stages aux stagiaires, participer au jury, et bien sûr recruter les stagiaires en fin de formation, c'est l'objectif. Donc l'idée étant que les employeurs fassent de la session la leur, en fait, hein. C'est ça vraiment l'idée de départ. Alors, c'est dans ce cadre de un emploi égale une formation que actuellement nous expérimentons un nouveau format de formation qu'on appelle la passerelle. Donc, c'est ce que je vais vous présenter. Ça y est, le PowerPoint est revenu. Donc, la passerelle, pourquoi la passerelle? Mais en fait, elle vient du constat que d'un côté, on a des employeurs qui recrutent dans des secteurs et particulièrement sur certains métiers qui sont en difficulté de recrutement, en fait, hein. C'est difficile parfois de trouver de la main-d'œuvre qualifiée. Et de l'autre côté, un public disponible qui ne connaît pas forcément ces métiers-là, voilà, ou qui ne sont pas forcément attirés par ces métiers-là, et également un public de plus éloigné, on va dire, des prérequis qui sont demandés pour entrer directement en formation qualifiante. Donc, il y a une espèce de marche entre les deux qui est importante, entre le niveau du public aujourd'hui et sa connaissance des métiers, et les formations qualifiantes et les emplois qui sont proposés par les entreprises. Et on a noté aussi une augmentation du taux d'échec aux certifications. Donc, fort de ça, avec France Travail, on a mené certaines entreprises, en tout cas du département 44, mais ça se passe aussi dans les autres départements, et les organismes de formation, on a réfléchi sur la mise en place, la création d'une action de formation intermédiaire, une sorte de tremplin en fait, avant la formation qualifiante, qui permette de répondre à ces enjeux. Donc pour cela, on a identifié des secteurs et des métiers qui seraient un peu prioritaires sur certains territoires. Et on a travaillé des contenus de formation en mode un peu projet. Donc les suites de parcours des passerelles
naturellement, c'est la formation qualifiante hein, pour obtenir, acquérir les compétences nécessaires à l'exercice du métier. Parfois, les stagiaires vont directement à l'emploi, hein, bien sûr, mais l'idée, c'est quand même d'aller à la certification derrière. Donc, on a expérimenté plusieurs formats de passerelles. À ce stade, il n'y a pas un format type de passerelle qui serait modélisé. Et voilà, la région fait preuve de souplesse et on s'adapte à la demande et aux besoins aussi des demandeurs d'emploi. Donc, si on regarde un petit peu plus en avant ce que c'est qu'une passerelle, en fait, l'objectif d'une passerelle, c'est une formation qui doit permettre de découvrir différents métiers d'un secteur professionnel qui est identifié, dans le but de consolider le projet professionnel. C'est en fait d'être au clair sur un métier, un choix de métier. Et c'est préparer l'entrée en formation qualifiante liée au métier choisi. Donc, on travaille un peu les compétences de base, la posture, les savoir-être, et puis les codes de l'entreprise, les règles de sécurité, enfin, un tas de choses importantes relatives à l'exercice du métier. Le public visé par ces passerelles, bien, c'est les demandeurs d'emploi, mais qui sont curieux de découvrir un secteur professionnel et surtout les différents métiers de ce secteur. Mais en fait, le public a un projet qui est plutôt vague. Il n'est pas mature, le projet. Il est pas suffisamment mature pour aller tout de suite en formation qualifiante. Et puis avoir un niveau de langue suffisant selon les formations. Voilà, bon, ça c'est important aussi. Le format de la passerelle, alors tout à l'heure je disais qu'il n'y avait pas un format de passerelle, il y a plusieurs formats de passerelle, mais il y a quand même des points communs, hein. La passerelle, c'est une formation qui est courte. Alors, ça peut être très court, 3 semaines, comme ça peut être un peu plus long, 2 mois et demi. C'est une formation non certifiante. Il n'y a pas de stage obligatoire. Et les métiers découverts sont choisis en tenant compte des besoins des entreprises du territoire. Donc, ça veut dire qu'il y a eu une recherche, il y a eu un travail en amont pour connaître quelles sont les tensions, quels sont les métiers sur lesquels il y a une forte tension dans les recrutements. Donc, c'est vraiment une formation territorialisée à chaque fois. Donc, si j'enchaîne sur les contenus, donc bien sûr, on découvre la culture du secteur professionnel et les entreprises du territoire. Donc, quelles sont-elles? Alors, comment on fait ça? Eh bien, l'organisme de formation va aller chercher des entreprises qui veulent bien intervenir dans la formation ou alors qui sont d'accord pour faire visiter leur entreprise et développer voilà, les différents métiers du secteur. Donc l'idée, c'est de favoriser vraiment la communication, la rencontre, les témoignages entre les professionnels de ce secteur et les stagiaires. Ensuite, on passe beaucoup de temps dans les passerelles à expérimenter les métiers par le geste professionnel. Donc beaucoup de temps sur plateau technique. Ça, c'est l'essentiel de la formation. Elle se passe sur plateau technique. Par ce biais, on se rend compte des gestes professionnels, la précision, du bruit, de plein de choses. On apprend aussi des compétences de base contextualisées au secteur, la connaissance des outils, le nom des outils, les équipements, les règles de sécurité adaptées au secteur. Donc ça, c'est vraiment beaucoup de temps qui est passé sur plateau technique, qui peuvent être différents. On peut aller dans différents plateaux techniques, mais vraiment, on apprend par le geste. Et les suites de parcours d'une passerelle, eh bien, comme je disais tout à l'heure, c'est la formation qualifiante. Euh, Ce qui est fondamental, c'est que quand on organise une formation passerelle, on est l'objectif des formations qualifiantes derrière. C'est-à-dire qu'il faut qu'on puisse sécuriser les parcours passerelle formation qualifiante. Et en ce sens, il faut avoir déjà identifié les possibilités de formation qualifiante derrière, quel que soit le dispositif. Ça peut être des contrats de professionnalisation, ça peut être une POEC, ça peut être un emploi égal une formation avec intention d'embauche. Tout peut être mobilisé, mais l'idée, c'est vraiment de donner une perspective réelle suite à la passerelle, dans des laps de temps évidemment courts, puisque chacun sait que quand on n'organise pas les choses dans un temps court, on perd les publics, et c'est pas du tout l'objectif de la région dans ce cadre-là.
On a choisi de vous présenter quelques exemples. Sur la Loire-Atlantique, on est très orienté industrie puisqu'il y a énormément de besoins en industrie, hein. Donc, on a mis en place une passerelle navale. La région a été interpellée par France Travail et par les chantiers de l'Atlantique pour mettre en place cette formation très courte au début qu'on a un peu allongée à 105 heures. 105 heures, c'est 3 semaines de formation pour découvrir les 4 métiers de la construction navale. À ce moment-là, c'était les plus recherchés. Donc, la charpenterie, enfin les charpentiers, les serruriers, les électriciens, les tuyauteurs. Mais cela peut être évolutif en fonction de la période, hein. Donc, mais à ce moment-là, c'était ces métiers-là. Donc, le fil rouge de la formation, c'est le travail sur le projet professionnel. Donc, c'est la Fab Academy, hein, qui met en place ces passerelles. La majorité du temps se passe sur plateau technique. Voilà. Il y a une visite pédagogique des chantiers de l'Atlantique qui est organisée sur une journée avec des témoignages d'entreprises, de salariés, de co-réalisateurs, hein, puisqu'il y a beaucoup de co-réalisateurs sur site. Donc ça, c'est vraiment très important. Et le résultat de l'action, 3 stagiaires se sont dirigés vers le métier d'électricien, 3 vers le métier de serrurier, 2 vers le métier de tuyauteur. Et 2 sont en réorientation puisque visiblement, ce n'était pas vraiment, ça ne correspondait pas à leur choix. Donc voilà, mais c'est pas, voilà, ça fait partie aussi des résultats, hein, et du jeu. Un deuxième exemple, c'est la passerelle vers les métiers de l'industrie de l'aéronautique, qui était plus longue, 245 heures. Donc ça, nous étions sur Nantes. Avec l'objectif, c'était que les stagiaires s'acculturent aux métiers représentatifs de l'industrie du bassin d'emploi nantais. Donc, que la connaissance des différentes entreprises industrielles et puis des métiers. Donc, les métiers qui avaient été retenus, c'était les ajusteurs monteurs aéronautiques, les usineurs, les chaudronniers, les soudeurs, les conducteurs de ligne et les agents de maintenance. Donc, dans la formation, les stagiaires sont allés sur différents plateaux techniques, expérimenter les gestes professionnels liés à ces métiers. Résultat, 3 se dirigent vers le métier d'ajusteur de structure aéronef, 1 stagiaire se dirige vers le métier d'usinage, 1 vers le métier de métallier et 2 vers la soudure, avec des poursuites en formation qualifiante. Une personne en réorientation. Voilà, donc euh, quand on interroge les stagiaires, ils nous indiquent leur satisfaction parce que ce qui est apprécié, c'est de mixer la théorie et la pratique, mais vraiment l'accent est mis sur la pratique. La découverte de plusieurs métiers et surtout la prise de conscience de la différence entre les métiers. C'est quoi la différence entre un métallier, un chaudronnier, un serrurier? En sortie de formation, les stagiaires sont capables de le dire et ils l'ont compris. Et puis aussi les avantages et les inconvénients du secteur, les contraintes physiques, les contraintes horaires, les contraintes d'exercice, le bruit, l'odeur, etc. Donc tout ça doit être vraiment intégré en fin de formation passerelle. Et puis la préparation à la formation qualifiante avec la levée des freins, le rythme. C'est vrai que quand une formation, euh, enfin, quand le stagiaire entre en formation, eh bien, il reprend le rythme du travail. Et donc, ça, c'est un prérequis demandé pour la formation qualifiante. Et puis, la mise à jour des connaissances de base requises pour la formation qualifiante, les règles de sécurité, etc. Alors, côté formation qualifiante, ce qui a été vu dans cette expérimentation, c'est que les parcours sont plus courts en formation qualifiante puisqu'il y a un tas de choses qui ont déjà été vues et acquises et donc il n'y a pas besoin de revenir dessus. Donc ça permet aussi voilà, de mettre des parcours de formation qualifiante ajustés aux besoins des stagiaires et en général plus courts. Et aussi, un autre avantage, c'est la sécurisation des parcours après la validation du projet professionnel. On note qu'il n'y a pas d'abandon de stagiaires qui sont passés par une passerelle en formation qualifiante. Alors, on a mis un autre exemple en Maine-et-Loire, de la vigne au vin, donc à Montreuil-Bellay, où la formation passerelle dure 175 heures avec 70 heures de stage en entreprise. L'objectif, c'est l'insertion dans le monde de la viticulture. Au programme, des modules diversifiés, l'agroécologie, la mécanisation, les travaux manuels, l'œnologie, la commercialisation des vins. Voilà. Et donc ensuite de parcours sur 8 stagiaires
il y a eu des contrats saisonniers, mais l'idée, parce que les formations qualifiantes démarraient plutôt en septembre et que la formation finissait un peu plus tôt, mais plusieurs stagiaires se dirigeaient vers des formations qualifiantes de tractoristes, de certificats de spécialisation en commercialisation des vins, le BP ouvrier viticole et le BPREA. Donc plutôt des suites de parcours positives. Et enfin, comme dernier exemple, la passerelle vers les métiers de la couture en Sarthe, où il y a un fort besoin de main-d'œuvre. Il y a eu 2 sessions qui se sont déroulées déjà au Mans, avec la découverte du métier de couturier en atelier de luxe, mode et maroquinerie. L'idée étant de voir si les stagiaires se projetteraient dans ce secteur. Donc le parcours a duré 210 heures, avec un travail sur les compétences clés, la pratique du métier sur plateau technique et des propositions de parcours sur de suite de parcours sur des formations qualifiantes en piqueur, préparateur en maroquinerie ou en couturier en atelier Modélux. Voilà quelques exemples, mais c'est pas absolument pas exhaustif, mais tout ça pour vous montrer que la région montre une certaine souplesse pour s'adapter vraiment aux besoins des territoires, des compétences et des entreprises. Mais l'objectif de ces passerelles, c'est vraiment de préparer les stagiaires à rentrer en formation qualifiante pour acquérir la compétence, puisque là, on vise des postes qualifiés. Alors, pour finir, je ne sais pas si je suis dans les temps, pour Il nous finir, reste donc, 5 minutes avant l'échéance du webinaire. voilà, là, on vous a présenté en fait la programmation des passerelles pour la fin de l'année, là, d'ici la fin de l'année 2025. Bah, comme vous pouvez le voir, on est quand même très axé sur l'industrie sur cette fin d'année. Euh, donc sur Nantes, je vous laisse découvrir, hein. On a aussi sur le Maine-et-Loire à Angers et à Saint-Berthevin, donc à côté de Laval, en Maine-et-Loire, et Le Mans, où là on est sur les métiers d'usinage, assemblage, ajustage et la passerelle vers le métier de la couture. Je sais que en Vendée, il y a quelque chose qui se précise sur une passerelle vers les métiers de la mer dans un avenir assez proche. Donc voilà, tout ça est évolutif, rien n'est figé. On essaie vraiment de s'adapter pour accueillir le mieux possible les publics prioritaires dont Laurence Artaud-David nous a présenté le profil en début de webinaire. Et vraiment, c'est l'idée de mettre cette marche supplémentaire pour leur permettre d'atteindre le niveau requis pour entrer en formation qualifiante. Merci Violaine. Il y a 2 questions qui ne portent pas spécifiquement sur les passerelles, mais sur le programme Un emploi, une formation au sens large. Y a-t-il un listing des entreprises s'engageant vers des intentions d'embauche? Et combien d'intentions d'embauche pour ouvrir une formation passerelle ou une autre formation, un emploi, une formation? Alors, je vais répondre sur les intentions d'embauche sur la passerelle. Alors, comme vous pouvez le voir, les formations passerelles sont des formations, on va dire, préqualifiantes. On n'est pas sur de la qualification au sens certification. Donc, s'il y a des intentions d'embauche pour déclencher la passerelle, c'est mieux, c'est bien. Enfin, c'est nous, c'est ce qu'on souhaite. Toutefois, on peut déclencher une passerelle, mais il faut avoir identifié des entreprises à moyen court moyen terme qui seraient en mesure, enfin qui embauchent, qui sont intéressées en fait par la formation. C'est toujours l'idée de répondre aux besoins des entreprises. Donc, ce que je peux dire aujourd'hui, c'est que la majorité des passerelles sont programmées dans ce qu'on appelle le socle, c'est-à-dire les actions de formation, un emploi égale une formation sans intention d'embauche formalisée. Donc ça répond aussi à la question. Mais c'est vrai que quand on déclenche une passerelle, on a, avec les organismes de formation et le réseau pour l'emploi, déjà identifié les entreprises qui seraient intéressées pour, après la qualification, recruter les stagiaires formés. Et sur la question du listing des Ah, entreprises qui s'engagent, qui ont déposé des intentions d'embauche. alors, on n'a pas de listing ouvert au public, enfin, comme ça qu'on peut diffuser des listings d'entreprises. Non, on n'a pas en fait.
ça reste lié à l'action de formation et on ne diffuse pas ce type d'information. Peut-être l'organisme de formation a connaissance des intentions Ah d'embauche qui ont oui. été formulées avant le déclenchement de l'action. Alors, alors, beaucoup de projets de formation remontent via les organismes de formation qui font part d'intentions d'embauche de leur réseau d'entreprises. Donc ça, bah forcément, ils connaissent leur, leur réseau d'entreprise, donc là, il y a pas de sujet. Quand l'action de formation, le besoin de formation remonte par d'autres canaux, les organismes de formation sont informés de qui seront les employeurs finaux, puisque ces entreprises-là doivent s'engager dans l'action de formation idéalement, c'est-à-dire, comme je disais tout à l'heure, soit participer aux réunions d'information, présenter les métiers, prendre en stage les stagiaires, accueillir en stage et également recruter les stagiaires formés. Ça, c'est vraiment le principe d'un emploi égale une formation. Et alors, une question qu'on a eue tout à l'heure sur PCA, est-ce qu'un salarié en CDDI dans un chantier d'insertion peut faire une formation passerelle? Alors, les formations passerelles sont des formations qui sont à temps plein. En tout cas, pour le moment, on a expérimenté ce format-là. Ça peut être en suite de parcours. Il faut être disponible pour suivre la formation, donc demandeur d'emploi pour rentrer sur ces passerelles. Très bien. Alors, je vais partager mon écran 1 minute pour vous montrer sur le site Choisir mon métier pro pour ceux qui ne connaîtraient pas en fait comment on accède à l'offre de formation. Donc, quand vous êtes sur le site Choisir mon métier pro, vous cliquez ici sur Rechercher une formation. Et c'est là que ça ne fonctionne pas. Juste à ce moment-là, j'ai vu que le site était planté là, juste avant. Bon, alors, je vais peut-être pas. C'est pas la bonne, c'est pas la bonne démonstration. Donc, j'arrête le partage. En revanche, dans le support, vous avez des liens pour vous montrer le cheminement. Peut-être ce qui est important de retenir pour pouvoir aller chercher l'offre, un emploi, une formation. Violaine vous a dit qu'il y avait des actions socles et les actions sur intention d'embauche. C'est une information que sur notre site, vous allez retrouver dans les prérequis. Voilà, il faut que vous regardiez si dans les prérequis, c'est indiqué sur intention d'embauche. Ça vous permet d'identifier ces deux catégories d'actions. Euh, je regarde, voilà. Alors, une autre question sur le financement de formation, l'abondement CPF par la région. Euh, donc, on sort du sujet d'aujourd'hui, hein. J'ai cru comprendre que ce type de financement était arrêté. Pouvez-vous nous le confirmer? Alors, je vais répondre très rapidement puisque c'est pas le sujet. C'est pas qu'il est arrêté, c'est que effectivement il y avait un budget, comme tout dispositif qui est mis pour chaque année. Et là, le budget a été complètement utilisé pour l'abondement CPF. Donc pour 2025, il ne sera pas possible de remobiliser ce budget. En revanche, la mobilisation du CPF et l'abondement fait par la région pourra se poursuivre en 2026 avec le nouveau budget qui sera voté en décembre 2025. Très bien. Et donc, on a une dernière question sur est-ce que vous pouvez nous transmettre le support? Donc, bien évidemment, hein, on va vous adresser le support demain au plus tard, dans lequel vous retrouverez hein, notamment les liens vers les sites que je n'ai pas pu vous montrer à l'instant. On arrive au terme du webinaire. Merci Violaine, Géraldine, c'était très clair. Merci aux participants pour vos questions qui ont permis de rentrer aussi dans des choses très, très opérationnelles et d'apporter des réponses qui sont utiles à tous. Eh bien, je vous souhaite une bonne suite de journée et à bientôt.